Bienvenue dans Merci Simone, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre un droit fondamental, celui de choisir. On parle d'IVG sans tabou, sans jugement, avec du vécu, de l'expertise et surtout de la bienveillance. Ici, vous entendrez des femmes, celles qui l'ont vécu, celles et ceux qui accompagnent ces femmes, des professionnels de santé pour soutenir, informer et briser le silence. Merci Simone, c'est aussi un hommage à Simone Veil, bien sûr, mais aussi à Simone de Beauvoir, à toutes celles qui se sont battues et qui se battent encore pour que l'IVG reste un droit accessible, sûr et respecté. Bienvenue dans cet épisode très spécial de Merci Simone. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur du Podcaston 2026, cet événement caritatif qui donne la voix à celles et ceux qui font bouger les lignes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un métier que l'on croit connaître, mais qui a vécu une véritable révolution ces 15 dernières années, celui de sage-femme. Alors, oubliez l'image d'Épinal de la professionnelle uniquement présente en salle de naissance. Mes invités du jour sont au cœur d'un combat politique et médical majeur, l'accès à l'avortement. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Claire et Delphine, coprésidentes de l'ANSFO, l'Association nationale des sages-femmes orthogénistes. Et ensemble, nous allons comprendre pourquoi on ne naît pas orthogéniste, mais on le devient. Nous allons parler d'IVG instrumentale, désormais accessible aux sages-femmes, de la lutte contre les violences, mais aussi des freins qui persistent, comme cette fameuse double colose de conscience. Je vous laisse tout de suite écouter l'épisode. Ok, ça marche. C'est parti. Allez. Ok, bon, parfait. Eh bien, merci du coup, Delphine et Claire, d'avoir accepté cette invitation. Ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être que vous preniez chacune la parole pour vous présenter, nous dire ce que vous faites du coup dans la vie en tant que métier et peut-être aussi quel est votre rôle au sein de l'ANSFO. Ah oui, alors moi c'est Claire Voltaire, donc je suis sage-femme hospitalière. Je travaille dans une maternité de type 3. Je travaille en province et je suis sage-femme orthogéniste, c'est-à-dire que je fais des consultations de santé sexuelle, des consultations gynécologiques et des consultations d'accès à la contraception et à l'IVG. Une consultation d'orthogénie aussi spécifique pré-IVG, post-IVG. Je pratique des IVG médicamenteuses en service, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes qui choisissent la méthode médicamenteuse et qui sont hospitalisées à tout terme de l'IVG, bien sûr, jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Et je suis aussi en autonomie au bloc depuis que cette compétence est arrivée pour nous sur l'IVG instrumentale. Donc jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée aussi. Donc je fais les IVG sous anesthésie générale seulement pour l'instant. Voilà, dans mon centre. Je suis référente orthogénie, mais je ne fais pas que de l'orthogénie, je fais aussi des consultations prénatales et puis des gardes en service de gynécologie et orthogénie. Je suis j'ai été référente violence, la première référente violence dans ma maternité en 2017 et je suis formée à la MIPROF, la mission interministérielle pour la protection des femmes et des enfants. Et puis je suis donc coprésidente de l'ANSFO depuis 5 années pleines maintenant, coprésidente avec Delphine donc. Voilà, je suis aussi membre de la commission IVG de ma région. Et quoi dire d'autre? J'ai été aussi coordinatrice pendant 8 ans à temps plein du service de grossesse pathologique et orthogénie. Voilà, Ok. entre autres. Alors avant qu'on donne la parole à Delphine, est-ce que peut-être tu peux expliquer ce que c'est le mot orthogénie? Oui, bien sûr. Parce que je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça ne parle pas à tout le monde. Tu as raison. Et l'orthogénie, c'est concrètement la régulation des naissances. C'est intéressant en termes d'étymologie, ça vient du grec en fait. Ortho, c'est régulé, normal, et génie, c'est voilà, c'est les couches génésiques, c'est notamment la reproduction. Donc c'est la régulation des naissances en fait. Et donc on parle beaucoup d'orthogénie, notamment pour l'IVG, mais c'est pas que l'IVG, c'est aussi, comme je disais, la contraception, voilà, notamment. Eh bien, merci Claire. Et donc, on est aussi avec Delphine, donc coprésidente aussi de l'ANSFO. Bonjour, oui, alors Delphine Giraud, je suis coprésidente avec Claire de l'ANSFO depuis 5 années pleines, comme le disait Claire. Je suis également sage-femme hospitalière
sur Paris. Alors moi, dans mon activité clinique, j'ai une activité d'IVG où je réalise des consultations de demande d'IVG et je réalise également les IVG instrumentales depuis que on a dans notre champ de compétences ce geste, sous anesthésie locale et sous anesthésie générale, jusqu'au terme légal pour faire une IVG en France, 16 semaines d'aménorrhée. Je fais également des interventions de prévention à la vie affective, relationnelle, éducation à la sexualité, qu'on appelle les EMARS, dans les collèges, les lycées, mais aussi auprès des personnes en situation de handicap. Et puis, je réalise aussi, dans le centre où je travaille, on prend en charge les femmes victimes de violences. Donc, je reçois aussi en consultation des femmes victimes de violences. Voilà, et je suis également formatrice en orthogénie. Du coup, on parle de l'ANSFO. Est-ce qu'il y en a une des deux qui peut nous présenter l'ANSFO, nous dire ce que c'est, depuis quand ça existe et pourquoi ça a été créé aussi? L'ANSFO, c'est l'association donc nationale des sages-femmes orthogénistes. Donc, du coup, c'était important, tu as raison de préciser ce qu'était l'orthogénie. Et donc, les sages-femmes qui font de l'orthogénie, ce sont des orthogénistes. Mais c'est vrai que ça ne parle pas forcément à tout le monde. C'est une association qui a été créée, alors non pas par nous, hein, mais en 2009 par Marjorie Agen, une sage-femme. C'était surtout en réaction aussi au fait que dans la profession, et comme dans d'autres professions de santé, il y avait aussi des freins pour aborder ce côté orthogénie pouvait se présenter à la profession en termes d'accompagnement et de prise en soin. Voilà, cette association, elle a été créée pour dire que, il y avait des sages-femmes qui, voilà, souhaitaient s'investir en orthogénie et pas forcément que dans la périnatalité. Et puis, donc, l'ANSFO, par conséquent, a différentes missions, notamment défendre justement la place des sages-femmes dans l'orthogénie. Parce que c'est pas forcément quelque chose d'unanime dans la profession, mais ça se développe de plus en plus. C'est aussi valoriser et revaloriser la profession de sage-femme en général, mais par l'orthogénie en France. C'est aussi ça notre mission. On veut visibiliser les sages-femmes. C'est promouvoir, comme disait Delphine, l'éducation à la vie relationnelle, affective et à la sexualité pour tous les publics. C'est œuvrer pour l'accès à la contraception, c'est faciliter l'accès à l'IVG pour toutes les femmes, et c'est aussi participer à la lutte contre les violences. Donc, nos deux parcours, Delphine et moi, le montrent. Delphine qui est coordinatrice d'une maison des femmes, moi je suis formatrice mi-prof, donc on a vraiment cet engagement de lutte contre les violences, et c'est très lié parce que je rappelle que une demande d'IVG sur 4 se fait dans un contexte de violence et ou de viol. Donc c'est très Ah ouais, prégnant. OK, je n'avais pas les chiffres, c'est énorme. Et oui, et on le constate au quotidien dans nos consultations d'orthogénie. Donc c'est très lié, et par conséquent, effectivement, l'ANSFO est engagée dans cette thématique aussi, hein. Et qu'est-ce qui a fait l'une comme l'autre que vous avez eu l'intérêt et le souhait de rejoindre l'ANSFO? Moi, j'ai dû commencer à m'intéresser à l'ANSFO en 2012-2013 parce que dans l'hôpital où je travaillais, j'ai participé à la mise en place d'un centre d'IVG. Et donc, la question des sages-femmes dans un centre d'IVG se posait. Et cette envie, dès 2012-2013, de pouvoir ouvrir notre champ de compétences à l'IVG médicamenteuse et à l'IVG instrumentale, parce qu'une fois qu'on est sur le terrain, on les voit, les problématiques, on les vit. Et il y avait vraiment cette envie de dire, mais nous, les sages-femmes, on y est, on peut faire des choses, on peut participer à l'amélioration de l'accès à l'IVG. Et donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser, à me dire, mais est-ce qu'il y a d'autres sages-femmes qui sont comme moi? Et c'est là que j'ai découvert l'ANSFO et que je me suis impliquée. De retrouver d'autres collègues qui ont les mêmes réalités de terrain, les mêmes échanges. C'est des réunions qui sont riches et qui font avancer les pratiques et bouger les lignes. OK, et sachant que du coup en 2012-2013, quand tu commences à t'y intéresser, si je me trompe pas, à ce moment-là, les sages-femmes sont un peu loin entre guillemets de la pratique de l'IVG. L'IVG médicamenteuse, c'est pas possible, et l'instrumental encore moins. Tout à fait, tout à fait. Donc ça a été vraiment un gros travail de l'ANSFO, très intéressant, en collaboration avec d'autres associations qui militent pour l'accès à l'IVG et le droit des femmes. Mais c'est vrai qu'on a vécu toutes ces étapes d'augmentation du champ de compétences des sages-femmes en orthogénie. Donc l'IVG médicamenteuse,
en 2016 et l'IVG instrumentale, là, plus récemment, avec un décret qui nous donne entière compétence dans l'IVG instrumentale en établissement de santé. Et qui est arrivé en 2023, lui. Mais du coup, on va revenir sur ces deux sujets-là. Claire, toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a mené vers l'ANSFO? Oui, alors je commencerai par une phrase qu'on dit à l'ANSFO, on ne naît pas orthogéniste, on le devient. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi parce que voilà, moi j'étais dans une maternité de type 3, je faisais beaucoup de salles d'accouchement, voilà. Et c'est pas du tout par idéologie ou quoi que ce soit, ou ni même par vécu, voilà. Mais comme je t'avais dit en préambule, j'étais coordinatrice du service de grossesse pathologique et orthogénie. Les deux étaient dans la même unité, alors séparés un peu géographiquement, mais c'était la même unité. Et donc, par conséquent et par la force des choses, j'ai dû m'intéresser à l'orthogénie. Et il n'y avait pas de sage-femme qui s'occupait de l'orthogénie à l'époque. C'était des infirmières qui étaient sur ce poste-là et des médecins. Et par conséquent, j'ai pris en charge ce service en tant que coordinatrice. Et donc, là, ça m'a impliquée dans cette thématique. Et donc, progressivement, forcément, hein, je m'y suis fortement intéressée en termes de garantie des soins, d'offre de soins. Donc voilà, petit à petit. Donc ça, c'était en 2010 que j'ai pris ce poste. Et donc, petit à petit, je me suis beaucoup intéressée. Donc, sont venus à moi aussi des noms d'associations, tout ça. Donc, j'ai commencé par rentrer dans une autre association qui s'appelle l'ANSIC, Association nationale des centres d'IVG et de contraception, puisque j'ai vu un congrès de cette association. Donc voilà, étant dans ce domaine, ça a commencé comme ça. Mais je ne savais pas à l'époque qu'il y avait une association de sages-femmes parce que il y avait peut-être pas assez de visibilité et de communication, justement, ce qu'on a beaucoup travaillé à l'ANSFO et qu'on travaille encore aujourd'hui. Donc, par ce biais-là, j'ai pris connaissance de l'ANSFO. Et puis, pendant le Covid, il fallait aussi, il y a eu le Covid, donc oui, il fallait faire des réunions très régulièrement, s'organiser entre sages-femmes et structures de sages-femmes. Enfin voilà, donc j'ai secondé Marjorie Agen à ce moment-là en visio, et puis ça m'a fait rentrer à l'ANSFO, et puis très vite ça s'est enchaîné à l'ANSFO. Voilà, donc T'es tombée dedans et t'y es restée. ouais, c'est ça, c'est par ce biais-là en fait. Ok. Voilà. Bon, alors moi, j'avais une question, c'est par rapport au métier de sage-femme, parce la première vision qu'on a quand même, c'est de se dire que le métier de sage-femme, il existe pour faire naître des bébés. Alors, je ne sais pas si c'est la première vocation du métier, mais moi, en tout cas, et je pense que c'est l'idée que beaucoup de gens s'en font, et si c'est ça qui vous a emmené vers ce métier-là. Mais du coup, aujourd'hui, le métier va beaucoup plus loin que ça. Quelle est la réalité de vos missions en tant que sage-femme orthogéniste? Quel est votre quotidien et jusqu'où ça va, la réalité de vos missions? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un basculement dans la profession à partir de 2009 quand même, hein, quand notre champ de compétences s'est ouvert au suivi gynécologique de prévention et à la contraception. Ça a été un vrai basculement. Les sages-femmes, elles se sont emparées de ce champ de compétences. Elles se sont formées, elles ont mis en place dans leur cabinet en cabinet libéral, mais aussi au sein des établissements, la pratique finalement de ce suivi gynécologique de prévention, les poses de stérilet, les poses d'implants, la prescription de la pilule, etc. Et tout ça, finalement, a fait qu'on est sorti aussi. On continue évidemment à être dans le champ de la périnatalité, dans le suivi de la grossesse, dans l'accouchement, mais il y a eu une ouverture sur finalement la santé des femmes. Et finalement, dans la continuité, se dire, oui, l'IVG, ça coule de source aussi, quoi. Comment ça se fait que c'est pas dans notre champ de compétences? Parce qu'en fait, maintenant, on prend en charge les femmes dans leur santé globale. Une grossesse, elle peut être souhaitée, elle peut être non souhaitée. Voilà, les lois finalement qui ouvrent le champ de compétences des sages-femmes, elles se sont faites finalement dans la continuité de vraiment ce moment 2009 où on reste pas seulement limité à la périnatalité et à l'accouchement. Toutes les deux, avec Claire, on a été diplômés avant 2009. Et donc, clairement, ce qu'on fait actuellement, on ne l'a pas appris dans notre formation initiale. Évidemment que on a cette profession médicale qui a été apprise dans notre formation initiale, la pose d'un diagnostic, la prescription de molécules, le positionnement professionnel dans le suivi d'une patiente. Tout ça, évidemment, on l'a dans notre
formation initiale, mais les gestes spécifiques, techniques à la pose de stérilet, le retrait d'un implant, la pratique de l'IVG instrumentale, tout ça, on ne l'a pas appris dans notre formation initiale. Donc, c'est vraiment une profession qui est en mouvement et qui évolue énormément depuis ces 15 dernières années. Ah ouais, mais du coup, c'est pour ça que moi, effectivement, j'allais voir un gynécologue parce que j'ai dit que j'avais commencé mon suivi par un gynécologue, mais effectivement, ça correspond à ces années-là où en fait, finalement, je pense 2015, j'ai fini par aller voir une sage-femme, mais sur mes premiers suivis, c'était un gynécologue et c'est parce que du coup, les sages-femmes ne faisaient pas à ce moment-là de suivi, gynécologique. Je savais pas que c'était arrivé, aussi «tard» entre guillemets, en 2009-2010, la partie, suivi gynécologique, contraception, par les sages-femmes. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'histoire des sages-femmes montre que finalement, c'est quelque chose qu'on avait dans notre champ de compétences au début du XXe siècle. C'est-à-dire que les sages-femmes, elles participaient au conseil autour de la régulation des naissances. Mais quand les lois sur la contraception en France sont passées, 1967, sur l'IVG, 1975 sont passées, là, les sages-femmes, elles ont été mises à l'écart finalement. Alors, à l'époque, peut-être aussi que elles n'étaient pas si nombreuses à souhaiter intégrer cette LOAP, mais en tout cas, c'est aussi un juste retour de l'histoire finalement. Les sages-femmes, dans l'histoire, elles ont accompagné les femmes à la régulation des naissances, cette proximité autour de la santé sexuelle entre les sages-femmes et les femmes qu'on a amenées à suivre. Elles ont fait partie aussi du combat, enfin si je me trompe pas, notamment Chantal Virement, qui est une des sages-femmes très connues, qui faisait partie du MLAC, je crois, a participé au combat justement pour que les femmes puissent, acquérir, ce droit à l'IVG. C'est vrai que, oui, je rejoins Delphine quand, oui, on parle d'histoire, c'est sûr qu'il y a même plusieurs siècles, hein, les sages-femmes, accompagnaient les femmes, dans toutes les étapes de leur vie aussi, hein, et donc l'évolution des choses a fait qu'elles ont été assez, restreintes à la salle d'accouchement à l'hôpital. Ça, c'est l'histoire, mais finalement, voilà, quand on regarde en arrière, oui, on peut se dire que c'est quand même, un certain retour des choses et une réappropriation d'une certaine place auprès des patientes, en fait, hein. C'est pas non plus, totalement, nouveau et inédit pour les sages-femmes. Alors si, à petite échelle, et petite histoire, si, parce que c'est nouveau, mais quand on reprend historiquement, toute l'évolution, de la profession de sage-femme, avant, les sages-femmes étaient vraiment, avaient une place, prépondérante auprès des femmes, en fait, hein, et ça, il faut se souvenir de ça quand même, hein, c'est pas totalement incongru, en fait, ce qui arrive là, hein, voilà, c'est ça. Oui, c'était sur la santé des femmes en général, c'était pas Oui. uniquement sur la partie des naissances, quoi, et donc Mais vous, non. vous faites partie de la petite histoire où vous avez été formés sur Voilà. la partie naissance et Oui. vous avez dû, par la suite vous former, vous auto-former et prendre, des dispositifs, pour avoir ces compétences-là nouvelles Ouais, de c'est ça. Mais c'est OK. vrai, tu as raison que, oui, dans l'inconscient collectif, quand on dit sage-femme, de par ces quelques siècles, derniers là, on nous, restreint pas mal à la périnatalité. On Ouais. nous associe à ça, les bébés, les sages-femmes, l'accouchement, mais voilà, l'histoire fait que et c'est tout un autre, contexte. Mais là, tu as raison, alors toi, c'est vrai que maintenant tu le sais, mais on se rend compte aussi, tous les jours, hein, on fait de la pédagogie auprès de nos patientes et de l'information, hein, dans le sens où, oui, oui, elles sont pas forcément les patientes ne sont pas, forcément au courant qu'elles peuvent avoir le choix, d'aller consulter une sage-femme pour leur suivi gynécologique, de prévention, par exemple, hein. Mmh. On le voit tous les jours que, c'est encore pas totalement acquis, hein, et que c'est Et nécessaire parfois de maintenant le rappeler, ouais. ouais, du coup, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de pouvoir faire cet épisode-là aussi, avec vous parce que je me dis: «Bah, si je le sais pas, il doit y avoir d'autres femmes», en tout cas j'espère Oui, que je ça suis pas je la te seule. confirme. Je te confirme parce que tous les jours, je l'apprends à mes patientes ou à certaines, hein. Ouais. Donc Mmh. dépistage des cancers, donc frottis, examen des seins, contraception, santé sexuelle, pose et dépose de dispositifs de contraception, voilà, c'est pas un passage obligé d'aller voir un gynécologue, c'est possible, mais l'important, c'est d'avoir le choix, en fait, hein.
Alors, faut quand même rappeler que si effectivement on détecte une pathologie, là on va orienter, mais pour le suivi classique de prévention, on peut voir une sage-femme. Et moi, je trouve ça très agréable de pouvoir être suivie aujourd'hui par une sage-femme parce que je trouve que l'approche est sans critiquer ou mettre, en balance, c'est plutôt le fait de se dire, en termes d'accompagnement, je trouve que l'accompagnement est différent par une sage-femme, ce que je trouve, très agréable, moi, pour le suivi gynécologique, aujourd'hui. Ah bah, tant mieux que tu te sentes, bien, dans ce suivi. L'idée, c'est pas forcément de nous, de comparer, hein, mais c'est Non, non, surtout ouais. d'informer et qu'en tant que patiente, bien, il y a ce choix qui puisse, être fait et puis au final, que ce soit une sage-femme ou un médecin, l'important, c'est de trouver la personne avec qui on est à l'aise. Voilà, c'est ça. De plus en plus, on voit ce travail en collaboration aussi, avec, nos collègues, gynécologues, qui du coup, quand on a augmenté notre champ de compétences, voilà, à la contraception, comme le disait Claire, à l'IVG et cetera, finalement maintenant on a du recul, c'était il y a 15 ans et on voit bien que cette collaboration, elle est renforcée, on se fait confiance, dans les sages-femmes, elles ont dans leur champ de compétences le diagnostic, enfin le dépistage et le diagnostic de la pathologie et évidemment là, à ce moment-là, elles travaillent, en collaboration avec leurs collègues, médecins. Donc c'est vraiment tout ça, se met en place et c'est très positif pour l'accès aux soins pour les femmes surtout. Ouais, parce que du coup, vous travaillez en conjointement avec, des gynécologues? Dans le cadre de la pathologie, tout à fait, ouais. Ouais. OK. Et vous commenciez à en parler un petit peu toutes les 2, mais en 2016, donc ça fait 10 ans déjà maintenant, les sages-femmes ont étendu un peu plus, leur champ de compétences avec l'IVG médicamenteuse. Alors en préparant l'interview, je me suis renseignée un petit peu et je pensais pas que c'était autant. Mais en 2024, les sages-femmes, elles ont réalisé plus de 50 000 IVG. Donc la moitié des IVG réalisés en cabinet libéral, c'était fait par des sages-femmes. Finalement, il y en avait, quand même pas mal qui étaient au courant du fait qu'il y avait des IVG qui se faisaient, par, les sages-femmes et je voulais savoir concrètement ce que ça avait changé pour les femmes en priorité, l'accès à cette compétence, par, les sages-femmes. Parce qu'on parle beaucoup du manque, de médecins, que c'est parfois pas facile, en fonction des zones de pouvoir trouver, des médecins qui peuvent nous accompagner dans l'IVG. Donc qu'est-ce que, selon vous, ça a apporté, l'ouverture de cette compétence pour les femmes? Mais et deuxième question, qu'est-ce que ça a apporté pour vous aussi en tant que sage-femme sur, votre métier et la pratique de votre métier? Alors moi, je vais répondre très simplement. Je pense que plus on est, nombreux à pratiquer, ce geste, à être formés, plus ça facilite l'accès, aux soins, hein, finalement, hein, tout simplement. Heu et puis, bah, nous, sages-femmes, ça nous permet de faire un suivi, global. Une grossesse, elle peut être souhaitée, elle peut être non souhaitée et évidemment, on est là, quelle que soit l'issue de cette grossesse. Et comment, du coup, vous avez été formée en 2016 à partir du moment où vous avez eu le droit de pratiquer, ces IVG, médicamenteuses? Est-ce qu'il y a une formation qui, vous a été ouverte? Comment vous avez été accompagnée, vers ça? À l'époque, j'étais, coordinatrice, hein, de l'orthogénie, donc j'étais, voilà, déjà, dans ce domaine, hein, comme je disais tout à l'heure et la formation en elle-même, quand j'ai voulu, encore plus, participer à la prise en soin des patientes, c'est une formation, qui avait été organisée par le réseau, périnatal de ma région, en intra. C'est-à-dire ils avaient organisé cette, formation au sein même de l'hôpital où je travaillais. Mais c'est le réseau, qui l'avait, coordonnée, quoi. En termes de formation, alors il y a une obligation d'être formé. Quand on pratique des IVG médicamenteuses ou quand on pratique des IVG instrumentales, évidemment, il y a une obligation d'être formé. Il y a le réseau Ville Hôpital pour l'orthogénie Révo, qui est un réseau, de santé, régional, Île-de-France, mais qui a beaucoup œuvré même au niveau national, pour former les professionnels de santé autour de l'orthogénie. Donc il y a des formations il y a pas que Révo d'ailleurs, hein, il y a aussi, d'autres réseaux de santé en orthogénie qui existent en France. Je pense notamment à Pléra, en Rhône-Alpes et à, Révoc,
dans le sud-ouest. Il propose des formations théoriques courtes, qui peut être une formation d'une journée théorique à l'IVG médicamenteuse. L'IVG instrumentale, la formation théorique courte, elle va être plutôt de 2 jours. Alors après, évidemment, il y aura des formations pratiques de stage sur les terrains de stage. Il y a aussi des diplômes universitaires qui existent. C'est pas du tout une obligation de faire un diplôme universitaire pour pratiquer l'IVG, mais il y a beaucoup de sages-femmes et beaucoup de professionnels de santé qui réalisent ces diplômes universitaires pour se former justement à ces pratiques. OK, et maintenant que ça, c'est possible, du coup, depuis, 2016, est-ce que c'est inclus? Est-ce que vous savez si c'est inclus dans, les blocs de formation pour devenir sage-femme? Est-ce que les futures sages-femmes, aujourd'hui qui sont formées ont ces blocs-là, sur l'IVG? Alors, quand elles réalisent un stage en centre d'IVG, évidemment, ça va faire partie des missions de stage. Il y a toujours la clause de conscience qui vaut pour les professionnels, mais aussi pour les étudiants. Donc, c'est pas une obligation si on ne le souhaite pas. Après, il faut quand même avoir conscience qu'on est quand même sur des difficultés de terrain de stage. Ça, c'est des choses qui ont déjà été discutées entre professionnels de santé, avec les autres associations qui s'engagent autour du droit des femmes, droit à l'IVG, droit à la contraception, etc. Et c'est vrai que il y a cette problématique actuelle de terrain de stage limité pour les étudiants, mais aussi pour les professionnels qui souhaiteraient se former. Dans le sens où, il y a pas forcément assez de personnes pour les accueillir en stage ou, c'est plutôt que c'est pas évident d'accepter des personnes sur ces stages-là? Non, C'est ça? non, c'est vraiment dans le sens qu'il manque de lieux OK, pour accueillir la demande, en fait, hein. et sur la partie théorique, est-ce que c'est des choses qui sont vues, du coup, pendant les études aujourd'hui ou c'est pareil, comme c'est, parfois, problématique ou polémique, c'est des choses qui sont mises de côté? Non, il y a une formation théorique à l'IVG dans toutes les universités de maïeutique. Après, il y a des inégalités en termes peut-être, ou des différences en tout cas, en termes de temps de formation. Là, il y a des décrets qui vont bientôt passer, justement, qu'on attend, qui vont reprendre les programmes des études de sage-femme, parce que les études de sage-femme, là, passent en 6 années. Avant, c'était 5 années et là, ça passe en 6 ans. Et donc, du coup, les programmes sont revus et on attend là les prochains décrets qui vont être publiés à ce sujet. OK, d'accord, et du coup, Delphine, là, toi, tu parlais de la clause de conscience et ça faisait partie des questions que je me posais, de savoir si, les sages-femmes avaient, aussi cette clause-là. Est-ce que, vous pouvez, je sais pas comment on dit, brandir cette clause de conscience pour ne pas pratiquer, des IVG? Est-ce que vous y êtes, tenues ou pas? Oui, oui, alors il y a une clause de conscience qui est pas spécifique à l'IVG globalement, hein. Mais il faut savoir que pour tout point, en fait, tout point peut être soumis à une clause de conscience. Il y a eu la loi Veil a introduit ce compromis d'avoir une clause de conscience spécifique IVG. Qui est toujours d'actualité, et tu posais la question pour les sages-femmes. Bah, oui, oui, dans le code de déontologie des sages-femmes, il y avait aussi quelque chose de spécifique, par rapport à l'IVG. Donc ça fait un cumul de beaucoup d'objections possibles, en fait. Donc oui, il est encore possible, pour les sages-femmes de grandir, comme tu dis, ou d'avancer cette clause de conscience. Mais pour tous les soignants, hein, la double clause de conscience spécifique à l'IVG, c'est quelque chose qu'on souhaiterait, voir disparaître, cette double clause de conscience. Donc l'ANSFO travaille aussi pour ça, et on s'est déjà positionné par rapport à ça, puisqu'une simple clause de conscience, comme pour tout acte médical, serait suffisante. Donc on s'est déjà prononcé là-dessus.
Et puis là, par rapport aux sages-femmes, oui, effectivement, Delphine disait, oui, dès les études, il y a une possibilité de clause de conscience, en sachant que, effectivement, pour les sages-femmes et dans le code de déontologie des sages-femmes, il y avait, effectivement, quelque chose de spécifique, par rapport à cet acte. Et là, récemment, cette thématique sur le code de déontologie, des sages-femmes a été supprimée. C'est-à-dire que cette possibilité, voilà, en tant que sage-femme, de surcroît, de mettre un frein par rapport à la pratique de cet acte. Mais quoi qu'il en soit, la double clause de conscience est toujours, d'actualité, hein. Alors peut-être que ça va changer parce qu'effectivement, ça se discute, elle est, parfois, remise en cause, et peut-être que ça va avancer, effectivement. Et c'est fou du coup, parce que ça veut dire que dans le code de déontologie des sages-femmes, il y avait cette clause de conscience, alors que vous n'aviez pas la possibilité de pratiquer l'IVG? Il y a oui, oui, mais on peut ne pas pratiquer l'IVG, mais aussi, travailler dans un service d'orthogénie, à plus ou moins proche de l'acte. On peut faire de l'accueil, on peut faire, de Ah oui, l'accompagnement, d'accord. voilà, il y a ça aussi, hein. Et puis, c'est toujours dans le sens, où l'IVG serait un acte, particulier, spécial, voilà. Donc, là déjà ça c'est, en moins, mais, reste encore, hein, comme je disais, cette double clause de conscience. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les sages-femmes orthogénistes qui s'engagent dans l'IVG instrumentale s'engagent jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Pourquoi je fais le lien avec la clause de conscience? Parce que dans la tête, on peut dire clause de conscience, c'est oui, je suis OK pour participer à cet acte ou non, je suis pas OK. Mais en fait, c'est pas si noir et blanc. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y en a qui disent OK pour faire une IVG, mais par contre, je m'arrêterai à 12 semaines d'aménorrhée. OK pour faire une IVG, mais je ferai pas l'anesthésie locale, même si dans mon établissement, je pourrais me former à l'anesthésie locale. Enfin, c'est plus ça qu'on voit finalement sur le terrain. Et c'est vrai que à l'ANSFO, ce qu'on a pu remarquer et noter, c'est que en tout cas, les sages-femmes qui s'engagent à se former à l'IVG instrumentale et à faire des IVG instrumentales, elles le font, elles s'engagent jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Il y a pas du tout de clause de conscience, même sur le terme ou Oui, sur elles le... refont pas elles-mêmes leur loi. En fait, c'est ça aussi le risque dans l'application concrète de la clause de conscience, effectivement. C'est qu'on peut se dire que c'est noir ou blanc, mais derrière, c'est pas ça. Et j'ai lu un livre récemment de Raphaël Perrin sur le sujet, sur l'application de l'IVG concrètement Ouais. en France. Et on en parle beaucoup de ça, du coup, dans son livre, le côté, c'est pas forcément tout noir ou blanc. Et des fois, juste les médecins mettent des limites en plus que la loi ne met pas. C'est-à-dire, comme tu dis, Delphine, ben moi, je vais pratiquer des IVG jusqu'à 12 semaines parce que je pense que éthiquement, c'est OK jusqu'à 12 semaines. Qu'à 13 semaines ou à 12 semaines plus un jour, ça ne l'est plus. Donc, à partir de là, je dis aux femmes d'aller voir d'autres médecins, quoi. Mmh mh. Oui, ça Ça, se voit c'est beaucoup, ça se voit beaucoup sur le terrain, hein. Mmh. Mm. OK. Et du coup, pour aller plus loin, là, on parlait de l'IVG médicamenteuse. Vous avez beaucoup combattu pour aller plus loin sur le champ de compétences pour obtenir le droit de pratiquer des IVG instrumentales, donc par aspiration dans des blocs opératoires. Est-ce que vous pouvez nous en parler l'une et l'autre? Pourquoi c'était important de récupérer cette compétence-là, parce que vous l'aviez eue historiquement? Euh, Pourquoi c'était important pour les sages-femmes de pouvoir pratiquer ces IVG instrumentales? Et comment ça s'est passé? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en ressort? Parce qu'effectivement, on en a parlé un tout petit peu au début en introduction du décret, le premier décret qui est sorti, et puis finalement les modifications que vous avez obtenues par la suite. Alors ça fait une très longue question. Je vous laisse voir qui commence à y répondre, qui complète. Et petite pause rapide, j'espère que l'épisode vous plaît autant que j'ai aimé le préparer, et si c'est le cas, prenez juste 2 secondes pour vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et éventuellement mettre 5 étoiles si le cœur vous en dit. Mais surtout, partagez cet épisode avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. C'est la meilleure façon de m'aider à faire grandir cette communauté. Et si vous voulez aller encore plus loin, venez me rejoindre sur Instagram, merci.simone.podcast. Je vous laisse tout de suite avec la suite de l'épisode. Moi, je peux commencer si tu veux bien, Delphine.
parce que je fais le parallèle, pour répondre à ta question, Lucie, je fais le parallèle à pourquoi moi aussi j'ai voulu faire des IVG médicamenteuses. Voilà, c'était ça aussi. C'était, vraiment, par rapport à ce qu'on me dit là en ce moment, c'est, augmenter l'offre de soins, faciliter l'accès, pour les patientes. Donc, je reviens un petit peu en arrière parce que c'est vraiment ce cheminement-là pour moi. C'était que, par exemple, pour l'IVG médicamenteuse, souviens-toi, je t'ai dit que j'étais coordinatrice de du service d'orthogénie dans mon service là et heu et j'avais du mal parfois j'avais des patientes qui s'accumulaient en salle d'attente et je n'avais pas de praticienne ou de praticien pour, assurer les consultations pré-IVG, par exemple. À l'époque où, c'était des médecins qui, devaient, finaliser cette consultation, voilà. Et donc je passais beaucoup de temps en tant que coordinatrice à essayer de trouver une praticienne ou un praticien. Et donc petit à petit, alors que les sages-femmes, pratiquaient des consultations prénatales, des consultations gynécologiques, surtout gynécologiques déjà, je me suis dit, à un moment donné, ça a cheminé comme ça parce qu'à force d'être confrontée à cette difficulté à contacter des praticiennes, des praticiens et à voir les patientes qui s'accumulaient en salle d'attente, je me suis dit: «Mais pourquoi les sages-femmes ne pourraient pas, assurer, les consultations pré-IVG, post-IVG?» Et du coup, j'ai favorisé ça, cette, implication des sages-femmes. Et je fais le parallèle avec, l'IVG instrumentale dans le cheminement, c'est-à-dire que, pareil, quand je faisais les IVG, médicamenteuses ou les consultations, pour l'accès à l'IVG instrumentale, c'était parfois compliqué, dans mon centre parce que, de la même façon, je n'avais pas d'opérateur à telle date ou à telle date pour, programmer, l'IVG de ma patiente. Faute d'opérateur ou, comme on disait tout à l'heure, des opérateurs qui ne pratiquaient pas à tel ou tel terme. Et donc c'est exactement le même cheminement, c'est-à-dire je me suis dit: pourquoi, pour augmenter, l'offre de soins et faciliter l'accès, ce serait presque logique qu'on fasse aussi, l'IVG instrumentale dans cette mouvance-là, hein, qui était, en cours et c'est exactement la même chose. C'est au final, augmenter l'offre de soins pour les patientes, hein, et faciliter l'accès, hein. Oui, sachant que, la spécificité quand même de l'IVG, c'est qu'il y a un délai. Donc en plus de se Oui. retrouver avec, un manque de personnel médical pouvant pratiquer, cet acte-là, il y a un délai à respecter qui de fait qu'à un moment donné, si on n'a pas trouvé la personne à temps, on ne peut même plus réaliser l'acte, quoi. Oui, l'IVG est une urgence, dans le sens où alors de par la détresse évidemment de la patiente, mais dans le sens où il y a, effectivement, comme tu dis très bien, un délai donc voilà, le temps est compté. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment partie, de la profession sage-femme, en tout cas. Cette demande, d'augmenter le champ de compétences des sages-femmes à l'IVG instrumentale, c'est pas, les politiques qui se sont dit: «On a une difficulté d'accès à l'IVG, tiens, on va demander aux sages-femmes si elles veulent bien le faire» ou les médecins qui se sont dit: «On déborde, on n'y arrive plus». Enfin, c'est vraiment parti, comme le disait Claire, de sages-femmes orthogénistes qui vivent au quotidien ces difficultés et qui ont dit: et ben, allez-y, formez-nous, nous on veut bien les faire et ça améliorera heu, l'accès à l'IVG. En fait, les sages-femmes, elles ont on a dans notre champ de compétences des gestes à risque de la sphère génitale. Accouchement, les délivrances artificielles, quand le placenta, veut pas se décoller après un accouchement et qu'il faut aller chercher le placenta, les réfections d'épisioto de déchirure périnéale et cetera. Enfin bref, on a dit il y a dans le champ de compétences des sages-femmes, il y a tous ces, gestes à risque de la sphère génitale et donc du coup, l'IVG instrumental, évidemment que c'est un geste, à apprendre, mais pour les sages-femmes, c'est un geste qui du coup, est relativement accessible au vu déjà des gestes qu'on a dans notre champ de compétences. Donc c'est vraiment partie de ces 2 constats-là et puis de se rendre compte aussi que, à l'étranger, il y avait déjà eu des expériences de professionnels, de santé non médecins et en l'occurrence des sages-femmes qui étaient formés, à l'IVG instrumentale et les résultats étaient positifs, en fait. Donc vraiment, voilà, il y a eu toute une réflexion pour, avec, l'objectif final, c'est, d'améliorer, l'accès à l'IVG en
maintenant la qualité et la sécurité des soins. Ouais. Et j'avais une question. Est-ce que, parce que tu dis, il y avait déjà en fait des actes que vous faisiez qui étaient presque plus dangereux finalement que pratiquer un IVG instrumental. Est-ce que vous aviez déjà une pratique sur, par exemple, les fausses couches, quand il y a une femme qui fait une fausse couche et qu'éventuellement il faut faire des aspirations ou autre, est-ce que c'était déjà des choses que vous faisiez ou des IMG, interruption médicale de grossesse du coup? Alors nous, les sages-femmes, on n'a pas le suivi médical des fausses couches. Alors on participe à la prise en soin, évidemment, notamment, ça dépend comment sont organisés les services, mais on peut participer à la prise en soin. En revanche, c'est intéressant que tu parles des IMG, parce que, par exemple, les interruptions médicales de grossesse, dans certaines maternités, notamment type 3, où on prend en soin toutes ces IMG, à n'importe quel terme, là, les sages-femmes, elles sont très, très impliquées parce que, évidemment, en collaboration avec le gynécologue obstétricien, hein, puisque c'est de la pathologie, elles accompagnent ces patientes, elles les prennent en soin et notamment, elles pratiquent, les accouchements, hein, dans le cadre d'une interruption médicale de grossesse. Alors ça dépend à quel terme, parce qu'il y a des IMG qui peuvent se faire, de façon assez précoce, une chirurgie en aspiration, mais aussi les IMG, c'est aussi, ça peut être, à des termes très avancés de la grossesse, en fait, hein, et donc l'accouchement, et l'accompagnement du travail et la naissance de cet enfant, c'est la sage-femme qui est en première ligne, hein, par rapport à cette prise en soin, hein. Donc effectivement, c'est aussi l'occasion de dire que oui, la sage-femme, c'est pas non plus que celle qui est là quand tout va bien et qui donne la vie, il y a aussi tout ce versant, du deuil périnatal, hein, qui est très prégnant dans la profession, en fait, qui est pas forcément, très mis en lumière, mais qui fait partie de notre activité et ça n'est pas anodin et c'est assez régulier. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, c'est sûr, dans notre activité, mais dans certains centres, c'est quelque chose qui revient, quand même, de façon, régulière et à laquelle nous sommes confrontés et donc on a quand même une dimension, de l'ordre de, voilà, de la prise en soin et de l'accompagnement du deuil. Alors c'est pas du tout, comment dire? La même thématique que pour l'IVG ni le même contexte, mais je veux dire, puis on n'est pas que, encore une fois dans, la maternité heureuse, et la physiologie complète, voilà. Donc il y a tout ce versant-là qui, doit être pris en compte aussi quand on considère la profession sage-femme, parce que, les sages-femmes sont quand même, confrontées à ça et c'est une part, conséquente et complexe de la prise en soin de leurs patients. Par rapport à ces fameuses fausses couches spontanées précoces ou arrêt naturel de grossesse du premier trimestre, ça c'est une demande de l'association de l'ANSFO d'augmenter le champ de compétences justement des sages-femmes à la prise en soin de ces patientes qui présenteraient un arrêt de grossesse du premier trimestre de grossesse. Alors c'est un travail qu'on a déjà débuté avec le ministère de la Santé. Il y a eu des annonces qui ont été faites par le ministère de la Santé et on s'en réjouit. Et on espère que ça va pouvoir aboutir parce que dans la même réflexion de l'IVG, ça permettrait d'améliorer l'accès à ces femmes qui vivent des arrêts précoces de grossesse tout en garantissant la sécurité des soins et la qualité des soins. Ouais, d'améliorer les délais, j'imagine, de prise en charge Exactement. aussi pour ces femmes. Mmh. Là où en plus la situation, alors pour l'IVG, c'est pas toujours très fun pour les personnes qui le subissent, mais pour des arrêts spontanés de grossesse souhaités, l'accompagnement est encore plus important, enfin plus important, je sais pas, mais en tout cas la difficulté ou là le deuil qui peut, y avoir comme, dit Claire, nécessite, peut-être plus d'accompagnement aussi. Mmh. Et j'avais une question, c'était, je voulais savoir si vous avez eu des freins ou s'il y a des personnes qui ont été qui se sont positionnées comme freins quand, les sages-femmes ont souhaité justement et ont fait part de leur souhait de pratiquer ces IVG, instrumentales. Est-ce que vous avez été freinés? Si oui, par qui? Et comment finalement vous avez réussi à obtenir, ce nouveau champ de compétences? Alors, dès qu'il y a des changements dans une profession, évidemment qu'il y a débat, évidemment qu'il peut y avoir des réticences et bon, j'ai envie de dire, c'est
peut-être aussi quelque chose de très français finalement. Et le débat reste toujours positif parce que finalement, c'est comme ça qu'on avance ensemble et qu'on aboutit au final à des lois qui vont dans le progrès et qui font avancer les choses. Mais oui, bien sûr, cette loi, comme toute loi, elle a amené du débat au sein de la profession sage-femme, avec nos collègues gynécologues obstétriciens, beaucoup de réunions avec les politiques aussi, hein, parce qu'on le sait, hein, l'IVG, c'est un sujet, là on le traite aujourd'hui d'un point de vue médical, mais c'est beaucoup un sujet de société et l'IVG existe de par les lois. Donc oui, ça a été beaucoup de réunions, beaucoup de débats, beaucoup de participation aussi à des congrès, hein. Les congrès, c'est le moment justement d'avancer sur ces sujets, d'échanger avec d'autres professionnels sur comment on peut améliorer ensemble l'accès, la qualité des soins. Bon, voilà, en tout cas, à Lançon, on en garde vraiment quelque chose de positif parce que bon, les décrets, au final, sont allés dans le sens des demandes de Lançon. Oui, il y a eu des débats et qui nous ramenaient aussi pas mal à ce qu'on a dit depuis qu'on s'entretient ce soir. C'est quoi une sage-femme finalement? Et ça a parfois beaucoup tourné là-dessus. Quel est le sens du métier de sage-femme? Pourquoi les sages-femmes sont faites? Est-ce qu'elles sont là pour donner la vie? On nous a renvoyé ça aussi et quelque part c'était intéressant parce que même pour le métier de sage-femme, comme disait Delphine, hein, même au sein de la profession, hein, c'est quel sens on donne à notre métier, quelle définition on donne au métier de sage-femme. Et là, toute notre discussion, depuis qu'on a commencé, tu vois, on t'a dit, la sage-femme, elle fait bien autre chose que l'accouchement. On parlait des IMG tout à l'heure. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi, le métier dans toute sa globalité. Et quand finalement, on cherche ce que c'est qu'une sage-femme, finalement, l'IVG, c'est pas incongru, encore une fois. Donc presque on vous rétorquait que votre métier c'était de mettre Mmh. des enfants au monde, Ça a pu mais pas. être, Ouais, c'est ça. mmh. Ok. Et alors moi, un truc qui m'a fait halluciner que j'ai pu voir, mais du coup, Delphine, tu disais en introduction que ça a évolué, donc tant mieux et tu vas pouvoir l'expliquer. C'est que moi, je m'étais arrêtée au fait que le premier décret disait que les sages-femmes, pour pouvoir pratiquer l'IVG instrumentale, devaient être accompagnées de je sais plus combien de médecins autour d'elles pour pratiquer l'acte. Et moi, à ce moment-là, je me disais: «Mais waouh!» enfin, quand même. Alors déjà, vous faites 5 ans d'études, mais je me disais, sans vouloir dénigrer le geste, pour avoir fait pas mal de lectures sur le MLAC où il y avait des femmes qui n'étaient même pas médecins, qui se formaient, à l'acte, en lui-même de l'aspiration Cartman, pour avoir échangé avec Annie Chemla qui m'expliquait ça, qu'avant que l'IVG soit, légalisé, il y avait des femmes, qui le faisaient entre elles, et qui se formaient entre elles et qui étaient même appelées par la maternité des Lilas pour intervenir et cetera. Et là, aujourd'hui, en 2023, quand vous demandez, vous, de le faire, sage-femme, qui avait l'habitude, en plus, de parfois faire, j'imagine, des gestes plus complexes que ça, on vous dit: «Alors oui, mais si vous êtes accompagnée de 3, 4, 5 médecins?» Oui, ça c'est sûr que évidemment, on a rebondi là-dessus. En fait, le premier point, c'est que ça n'allait pas du tout dans le sens de la loi. C'était un décret qui était publié suite à la loi d'Alban Gaillot, qui date de mars 2022, qui augmente le terme légal pour faire une IVG jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, entre autres, mais qui intègre l'augmentation du champ de compétences des sages-femmes à l'IVG instrumentale. Et donc, dans la loi, il était précisé qu'on attendait le décret d'application. Cette loi, pourquoi? C'était vraiment l'idée, encore une fois, d'améliorer l'accès à l'IVG, en fait. Et donc là, on n'allait pas du tout dans le sens de la loi parce que il y avait en préalable une expérimentation. C'est-à-dire qu'il y avait des centres qui expérimentaient sur le territoire la pratique de l'IVG instrumentale par les sages-femmes. Et finalement, quand cette loi est passée, il y avait des centres qui expérimentaient, qui n'étaient plus dans les clous de ce décret parce qu'il n'y avait pas 3 médecins autour de la sage-femme pour faire ce geste. Donc, c'était un retour en arrière. Donc déjà, ça n'allait pas du tout dans le sens de la loi. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, les sages-femmes, elles ont déjà dans leur champ de compétences des gestes à risque de la sphère génitale. L'accouchement, c'est plus à risque que de faire une IVG instrumentale.
quand on lisait ce décret, on avait l'impression que l'IVG était un acte extrêmement à risque, voire même plus que un accouchement. Donc, voilà, ça n'allait pas. Là, il y a eu un vrai engagement collectif, Lancefo évidemment, mais pas que, hein, toutes les associations qui s'engagent pour le droit des femmes. Il y a eu un recours au Conseil d'État, hein, avec le collectif Avortement Europe, pour vraiment dénoncer ce décret qui était incompréhensible. Et heureusement, il a été réécrit suite à cette pression des professionnels. Donc du coup, aujourd'hui, vous êtes autonome pour pratiquer ces IVG instrumentales en bloc? Alors, en établissement de santé, oui. La profession de sage-femme, c'est une profession médicale autonome dans notre champ de compétences. Et donc là, l'IVG instrumentale est rentrée dans notre champ de compétences en établissement de santé. Donc oui, on est autonome pour ce geste, avec toujours ce qu'on disait tout à l'heure. Si on diagnostique de la pathologie, une difficulté, évidemment, on fait appel à nos collègues médecins. Par contre, on n'a pas ce champ de compétences en centre de santé. Les IVG instrumentales en France peuvent également être pratiquées sous anesthésie locale en centre de santé. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas dans notre champ de compétences. Et ça, c'est une demande de Lancefo qui a été entendue par le ministère de la Santé. Il y a eu aussi une communication par rapport à ça du ministère de la Santé et on s'en réjouit. Et là, on attend vraiment concrètement que les lois puissent être passées et que ce champ de compétences rentre aussi dans notre sphère de compétences dans les centres de santé. Alors juste, est-ce que tu peux m'éclairer du coup sur la différence entre ce qu'est un centre de santé et un établissement de santé? Oui, alors c'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est pas si simple. Concrètement, en centre de santé, il y a pas de possibilité de faire une anesthésie générale. Il y a pas une équipe d'anesthésistes, donc ça va être alors il y a vraiment une procédure HS, c'est très réglementé en termes de équipement du centre de santé, formation des professionnels, et cetera. Tout ça, c'est très réglementé. Mais voilà, on peut pratiquer des IVG instrumentales sous anesthésie locale, mais pas sous anesthésie générale dans un centre de santé. Mais ça commence à se mettre en place en France, hein, mais ça, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut se développer et qui peut vraiment permettre aussi d'améliorer l'accès à l'IVG pour les femmes sur le territoire. Donc je voulais vous parler un petit peu peut-être des combats actuels maintenant qui vous restent à Lancefo. Quelles sont vos prochaines batailles prioritaires, les sujets sur lesquels vous militez, qui sont peut-être pas d'ailleurs que en lien avec l'IVG, les choses qui sont importantes et dans votre agenda pour 2026, mais aussi pour les années à venir? Bien sûr. Je voudrais reprendre, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, donc je rappelle par rapport à la clause de conscience, hein, ça c'est toujours dans nos revendications, pas qu'à Lancefo d'ailleurs, hein, chez les professionnels experts en IVG, c'est vrai qu'on voudrait voir cette double clause de conscience supprimée pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis, là, comme on vient de dire, hein, je rebondis sur le fait que oui, on aimerait aussi que la pratique de l'IVG instrumentale par les sages-femmes puisse se faire en centre de santé. Alors, il y a eu un premier pas annoncé par le gouvernement, mais voilà, il faut que ça se concrétise dans la loi et nous demandons régulièrement des audiences auprès de certains ministères, l'égalité hommes-femmes, la santé, même l'éducation nationale, parce qu'on a vu en préambule, dans la présentation de l'association, on est pas mal sur, on est sur pas mal de sujets en fait, hein, qui sont liés, hein. L'éducation à la vie relationnelle et sexuelle, la contraception, la lutte contre les violences, donc tout ça c'est lié. Donc nos luttes et nos revendications vont dans ce sens. Et puis on travaille aussi à Lancefo sur le déploiement de l'IVG instrumentale par les sages-femmes, sur tout le territoire français parce qu'on rappelle, et Delphine en parlait tout à l'heure, ça a commencé par l'expérimentation, mais c'était quelque chose d'assez
minoritaire, hein, sur Mmh. le territoire. C'était 26 centres au départ, donc c'est pas énorme, c'était bien pour commencer, mais l'idée, c'est que, voilà, ça se développe et donc nous, à Lançon, on fait tout un travail de veille et de soutien, par rapport à par rapport au déploiement de cette nouvelle compétence par les sages-femmes. Donc on est en lien, régulier et on fait effectivement de la veille pour, savoir un petit peu comment ça se passe sur tout le territoire et comment les sages-femmes sont à même de s'approprier cette compétence et de la mettre en place pour les patientes. Donc ça, c'est un travail quand même de longue haleine. On fait régulièrement des points d'étape, on est en lien avec des sages-femmes. Il y a aussi des sages-femmes qui sont, dans cette, dynamique-là, qui nous contactent à l'ANSFO et qui, voilà, nous sollicitent pour, les accompagner, dans ce sens. Donc tout ça, c'est un gros travail en fait, hein, pour que, voilà, au niveau national, ça se mette en place, en sachant que, c'est compliqué aussi pour la profession puisque la profession, est en tension, en termes d'effectifs. Donc voilà, l'expérimentation et la mise en place, de cette nouvelle compétence ne s'est pas forcément accompagnée, d'effectifs supplémentaires, ni d'une revalorisation, en ce sens. Donc c'est aussi une thématique que l'Anfo porte, hein, c'est-à-dire, et on l'a dit en préambule, la revalorisation de la profession, en rappelant que la loi, Gaillot, avait introduit cette réflexion sur, voilà, l'éventuelle, revalorisation des sages-femmes qui pratiqueraient cet acte. Donc nous, on pas que sur les sages-femmes qui pratiqueraient cet acte, mais globalement sur une revalorisation de la profession, dans sa globalité qui mériterait, d'être reconsidérée. Comme on l'a dit en préambule, hein, en termes de visibilité, de reconnaissance, donc voilà, ça c'est aussi, des thèmes de notre travail, à l'ANSFO, au fur et à mesure des mois et des années, donc on est encore là-dessus, hein. Voilà et je laisse, éventuellement Delphine compléter parce qu'on a aussi, pas mal de projets, et notamment, je parlais des audiences. Là, on vient d'avoir une audience, au ministère de l'Éducation, nationale et comme je disais, tout est lié, hein, donc c'est aussi par rapport à la participation, active, des sages-femmes dans, et leur contribution dans, la mise en place, de l'EVARS, au sein de l'éducation nationale parce que tous ces sujets, sont intriqués en fait, hein. Mmh. On en a parlé aussi, mais on peut le redire, hein, l'augmentation de la demande de l'ANSFO, c'est aussi d'augmenter le champ de compétences des sages-femmes, à au suivi, médical des patientes qui sont confrontées à un arrêt de grossesse naturel du premier trimestre. Parce que c'est une méthode, c'est soit un suivi par, une prise en charge par méthode médicamenteuse, soit par méthode instrumentale et finalement, c'est la suite logique de la profession, sage-femme, vu qu'on a déjà maintenant dans notre champ de compétences l'IVG médicamenteuse et l'IVG, instrumentale. Ce qui fait pas mal encore de combats et de choses à obtenir finalement, pour l'ANSFO. Vous allez pas vous Oui. ennuyer? Non, Oui, il y a pas mal de choses, hein. On voudrait aussi obtenir, la prise en charge, à 100 des arrêts de travail dans le cadre d'une IVG, hein. Ça, c'est, aussi, Ça, ce serait vraiment important, hein. incroyable. Ouais, 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 c'est parce important que c'est un aussi pour vrai les sujet. patientes, qui sont confrontées à une IVG parce que, voilà, c'est un événement aussi de leur vie, qui parfois nécessite, voilà, d'être arrêtées et de se poser et ce serait, logique, que ce soit, effectivement pris en charge. On voudrait aussi que les sages-femmes puissent, réaliser la première consultation de demande de stérilisation définitive, puisque, comme on disait, on est aussi, parfois en première ligne, face à nos patientes, lors de nos consultations, de suivi gynécologique et elles nous expriment aussi, cette demande parfois et ça fait partie, de leur vie, génétique justement et de leurs droits génétiques et donc ça c'est aussi, une thématique, sur laquelle l'ANSFO travaille. Donc oui effectivement, ça fait pas mal de projets encore, hein. Et je rebondis sur, l'arrêt de travail parce que c'est des choses dont j'évoque souvent avec les femmes que j'interviewe, de savoir, à quel moment elles ont repris le travail et en fait,
Je trouve ça horrible de me dire que parfois c'est, le lendemain, ou le surlendemain et qu'elles sont encore, enfin elles ont des règles hémorragiques, si ça a été facile, psychologiquement, bon, bah, ça va encore, mais il y en a pour qui c'est pas le cas et donc du coup, dès le lendemain, elles doivent retourner à l'école, enfin à l'école, oui d'ailleurs, il y a des personnes c'était Pourquoi pas, l'école, oui. mais Oui, ça au peut être ce travail. cas-là, oui. Ouais. Ouais, dans des conditions où, bah, elles ont des pertes importantes et où, psychologiquement c'est pas facile, quoi, donc avant de vraiment conclure, est-ce que vous, il y a des sujets sur lesquels, vous voulez revenir, qui vous tiennent à cœur d'évoquer, qu'on n'a pas forcément évoqués jusque-là? Mais tu perçu, je pense, au fil de nos échanges que, on était, très engagés par rapport à l'IVG, mais aussi on avait une espèce de, hem, d'engagement par rapport à notre profession, en fait. On soutient les femmes, mais on soutient les sages-femmes aussi parce que, bah, dans sage-femme, il y a femme, on est une profession, presque exclusivement féminine, mais voilà, on est mixte, hein, quand même, hein. Et on y tient. Mais il y a quand même une relation, par rapport, au statut des sages-femmes et à leur place dans la société qui est très en rapport avec, la place des femmes dans la société, hein. Mmh. C'est un peu parallèle, je sais pas si tu l'as senti là, mais voilà, la profession de sage-femme, en plus, c'est une niche, hein, on n'est pas si nombreuses, hein, sur le territoire. On est 24 000 sages-femmes, c'est une niche, en fait. Et les sages-femmes orthogénistes sont, par conséquent, moindres puisque c'est pas la totalité de la profession et par conséquent, l'Anfo est une petite association, mais très logiquement, finalement. Alors oui, on est preneuse de nouvelles adhérentes et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on œuvre à la visibilité de l'Anfo comme on œuvre à la visibilité des sages-femmes, tu l'as entendu. Ouais. Mais tout est lié encore une fois. Hem et donc oui, pour faire connaître l'Anfo, ben, on y travaille. On est assez présente dans différents congrès maintenant. On a un certain dynamisme là dans l'association, voilà qui s'est renforcé. On a quand même, une, augmentation très nette qu'on a vue ces dernières années du nombre d'adhérentes. Alors effectivement, on reste une petite association pour les raisons que je t'ai dites. Je dirais proportionnellement à la taille de l'association, un gros engagement, un fort dynamisme et là, on travaille précisément à la visibilité de l'Anfo. On est présente maintenant, comme tu l'as vu, sur les réseaux sociaux. On va avoir, une mise en ligne de notre, tout nouveau-né, site internet, là, c'est imminent et donc on espère vraiment, en termes de visibilité, hein et encore une fois, on y travaille, on essaye d'être présente sur les congrès, de faire connaître l'Anfo parce que faire connaître l'Anfo, c'est comme tu l'as compris, on l'a décliné pendant tout l'entretien, c'est aussi faire connaître, le métier de sage-femme et tout ça, Mmh. c'est pour, aussi, le soin aux patientes, le soin aux femmes. Merci pour ces précisions et effectivement, je reviens sur ce que tu disais sur le fait que, j'ai pas de mal à imaginer le fait que la profession de sage-femme soit, parfois, amoindrie, je sais pas comment le dire, mais quand on voit effectivement la place de la femme dans la société, du coup, je me dis, la place des sages-femmes qui est en un petit groupe dans un groupe déjà, Oui. parfois mis à l'écart. J'ai pas de mal à me dire que, du coup, vous devez peut-être, pousser des coudes, pour faire votre place, dans les professions médicales, mais pas que, pour faire entendre votre voix. Donc, je suis contente Mmh. aussi que vous ayez pu, passer ce message-là, à travers Mmh. cet échange. Et peut-être du coup pour conclure justement, s'il y a des hommes, des femmes qui écoutent, qu'ils soient professionnels de santé ou pas d'ailleurs, comment c'est possible de soutenir, l'ANSFO aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut vous aider? Donc vous parliez de visibilité, hem où est-ce qu'on peut retrouver l'Anso et comment on peut, vous soutenir? Alors, Ouais. on peut, Ouais. adhérer à l'ANSFO, hein, tout simplement, hein, on peut être sympathisant en adhérant et on peut être sage-femme qui exerce, on peut être étudiante sage-femme, on peut être sage-femme retraitée. Donc on adhère très facilement, en ligne, à l'ANSFO. Il y a, un groupe d'échange, qui existe une fois qu'on a adhéré, qui permet vraiment, voilà, de tout ce qu'on a dit, pendant l'entretien, mais de faire avancer les idées, d'échanger, de faire remonter des difficultés, de faire remonter aussi des points positifs qui peuvent aider,
d'autres secteurs. Voilà, en termes de visibilité, on en a parlé, on a un compte Facebook qui est très dynamique et on salue notre secrétaire Cécile Ballard qui poste régulièrement beaucoup d'actualités autour de la santé sexuelle et de l'orthogénie et aussi de la lutte contre les violences, tous les sujets dont on a parlé pendant cette émission. Ouais, une véritable revue de presse très riche en fait, hein, qu'on conseille à toutes et tous. Oui, parce que c'est pas le même contenu entre Facebook et Instagram. Et Facebook, là, c'est vraiment très riche. C'est une revue de presse extrêmement fournie. On est sur LinkedIn et on est sur Instagram aussi. Et là, très prochainement, comme le disait Claire, le site internet de l'ANSFO va ouvrir et qui donnera beaucoup d'informations sur l'association et plus de visibilité à notre association. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, je mettrai tous ces liens et notamment le nouveau site quand il sera terminé, mais aussi vers Instagram, LinkedIn et Facebook pour que les personnes puissent aller vous suivre et suivre du coup les futures batailles que vous allez mener, savoir où est-ce que ça va aller en espérant que vous allez réussir à obtenir toutes ces nouvelles compétences. Merci Simone et merci Lucie d'avoir créé ce podcast, de t'intéresser à ce sujet, de le faire découvrir et puis d'être venue jusqu'à l'ANSFO en fait. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette invitation. Qui plus est, c'est enregistré et les gens ne le sauront pas, mais je vous fais terminer votre soirée tard. Donc merci beaucoup d'avoir pris on a fait pire. Ouais, bon, OK. Non, mais merci beaucoup parce que de prendre ce temps-là pour échanger parce que c'était important aussi pour moi. Et j'ai découvert des choses, beaucoup de choses et j'avais aussi envie de les partager et j'en ai encore appris beaucoup ce soir. Donc c'est trop chouette d'avoir pu échanger avec vous. Merci Lucie, hein, vraiment. Un immense merci à Delphine et Claire pour cet échange. On réalise à quel point la santé sexuelle et reproductive des femmes repose sur l'engagement de professionnels comme vous, qui n'hésitent pas à monter au créneau, du bloc opératoire jusqu'au ministère. Alors dans le cadre du podcaston, vous pouvez soutenir vous aussi directement l'ANSFO. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux ou à adhérer à l'association via Hello Asso si vous êtes également sage-femme. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.